Franck Bouys, oh, c'est pareil, vous le connaissez parce qu'il a plusieurs titres à son actif, dans des registres assez différents. Il est originaire de Brive-la-Gaillarde, c'est un écrivain français. Il a écrit des romans noirs, des romans policiers. Il a été aussi enseignant. Et puis, il y a ce livre qui a été un formidable succès de librairie l'an dernier, Né d'aucune femme. Franck Bouys nous revient avec Buveur de vent. Bonjour Franck Bouys. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant que nous n'entrions à la rencontre de ces personnages dans ce nouveau titre, quelques images. La couverture que vous avez choisie est assez parlante parce qu'elle nous plonge directement dans cette ambiance. Nous sommes dans ce qui s'appelle la vallée du Gournoir. Je le précise, la vallée du Gournoir, ça existe, mais ce n'est pas ça le plus important. Il n'empêche que ça crée une ambiance. Dans cette vallée, il y a une centrale électrique, il y a des carrières, il y a une petite ville avec un personnage qui est aux manettes, qui tient un petit peu tout le monde sous sa coupe. Et puis un petit peu en retrait de cette ville, il y a une famille qui tente de survivre. Les buveurs de vent, pourquoi ce titre avant tout? C'est l'explication. Le livre commence en fait par une vision que j'ai eue quand j'étais à la pêche avec mon fils. Que je retourne. Tous les livres naissent du territoire de l'enfance, en fait, en ce qui me concerne, en tout cas. Et donc, quand j'arrive face à ce viaduc, j'ai eu une espèce de vision étrange d'imaginer 4 gamins suspendus à des cordes et qui attendaient l'arrivée du train. Ils se retrouvaient comme ça après l'école alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, mais en tout cas, cette vision a surgi. Et l'idée de boire le vent est venue à ce moment-là. Le titre, j'ai toujours les titres au début, il porte aussi l'écriture, c'est quelque chose comme ça qui m'accompagne tout au long du livre, comme si je découvrais finalement petit à petit le pourquoi avec le comment. Ces 4 gamins de la famille Volny qui ont donc plaisir à se retrouver près du viaduc et à s'accrocher à des câbles et puis à écouter le bruit qu'il y a dans cette vallée. Ces 4 enfants, c'est Mathieu, Mabel, Marc et Luc. Ils s'entendent bien, ils ont des âges différents, mais ils sont très soudés, peut-être justement parce qu'ils sont mal aimés par leurs parents. Qui sont-ils, ces 4 gamins? Alors, mal aimés, je ne sais pas. Hein. Donc, ils sont tellement différents les uns des autres qu'ils forment une espèce de fratrie comme ça qui est très, très étrange comme ça extérieurement. Mais ils ont cet amour qu'ils se portent les uns aux autres et quelque chose comme ça chacun amène sa note particulière, la liberté de Mabel, par exemple, sa sauvagerie, l'amour de la nature de Mathieu, l'amour des livres de Marc, et puis Luc, ce petit gamin un peu simple d'esprit, comme ça, qui est couvé par les 3 autres. Vous écrivez peut-être qu'il n'y a pas de plus grande aventure qu'avoir une famille. Précisons que dans cette famille Volny, il y a aussi le grand-père qui vit avec eux, personnage assez discret. En tout cas, dans le début du roman, que représente-t-il, ce grand-père? Pourquoi était-il important qu'il y ait cette image tutélaire? Peut-être parce que je viens d'un milieu aussi où la transmission de l'amour saute les générations. C'est-à-dire qu'on est souvent plus couvé par les grands-parents que par les parents. Et puis, effectivement, pour en revenir, il y a ces deux, Martha, cette mère, et ce Martin, ce père, qui ne savent pas faire avec leurs enfants. Ils ne savent pas faire. Il y a Martha qui est un peu une espèce de folle de Dieu, qui voulait asseoir 12 apôtres à sa table et qui se trouve coupée dans son élan par la venue de ce fils un peu simple d'esprit, qu'elle dit débile. Et puis Martin, lui, qui revient d'une guerre et qui n'a pas digéré ça, évidemment. Et donc, là-dessus, il y a cette espèce d'ange qui est ce grand-père-là, unijambiste, que Luc, justement, appelle... grand-père Silver, parce qu'il le prend pour Long John Silver, parce qu'il a écouté comme ça une retransmission à la radio de l'île au trésor, et il suspecte en fait ce grand-père d'être la réincarnation de Long John Silver. On l'a dit, la famille Volny vit un petit peu à l'écart dans cette vallée où il y a ce viaduc, où il y a ce barrage, cette centrale, ces carrières, et puis il y a la petite ville qui est menée par une main de fer, ce fameux Joyce. Qui est-il, ce personnage? Que représente-t-il? Et pourquoi tout le monde a peur de lui d'ailleurs? Parce qu'il a la main mise sur toute la région, toute la vallée, non seulement la ville, la centrale, le barrage, mais toute la vallée. C'est l'inconnu. Ce type-là est arrivé un jour, on ne sait pas d'où il venait, et il a mis la main, enfin il s'est mis à posséder comme ça en une dizaine d'années, il a possédé toute la région en fabriquant cette centrale, etc.
mais c'est l'inconnu en fait. C'est un peu le thème des grands romanciers américains, de ce type qui fonde quelque chose, voilà, qui arrive et qui fonde quelque chose et qui échoue la plupart du temps, d'une façon ou d'une autre. Alors je ne vais pas dévoiler ce qui se passe dans le livre, je ne dis pas qu'il échoue, mais en tout cas, il y a cette grande figure comme ça, tutélaire du fondateur. Croire que c'est possible. Voilà. Et donc ce Joyce-là, est une espèce de... Personne ne le connaît, il n'a pas d'amis, etc. Il vit dans un petit bâtiment qui s'est fait construire. Il change de chambre toutes les nuits pour ne pas être repéré, pour ne pas subir... il y a des vigiles devant la maison, etc. Donc paranoïaque. En face, oui. Ouais, en face aussi. Il y a une façon d'aborder sa femme qui est très, très étrange aussi, très particulière. Donc voilà, c'est un monde que j'ai... quand on est romancier, c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, le monde ne vous suffit pas, donc il faut en créer un. Ou enfin, il ne vous suffit pas, il vous convient pas, donc il faut en créer un. Et là, il s'est déployé. Jusque-là, en fait, je m'aperçois que mes personnages avaient toujours guidé l'histoire dans tous mes autres livres. Et alors là, c'est l'histoire qui amenait les personnages sur le devant de la scène. Un peu comme sur une scène de théâtre. Et moi, je ne les connaissais pas, donc c'était très surprenant. En plus, ils ne m'avaient pas prévenu qu'ils avaient du rôle qu'ils allaient jouer, etc. Donc, j'ai découvert au fur et à mesure. Je pense à Double Snake, par exemple, qui apparaissent à la deuxième partie, qui sont des espions de Joyce et qui, comme ça, sont dans l'Amiral, qui est l'espèce de bar, d'auberge de la ville, où ils observent. Il y a toujours ce côté de Joyce de prévenir toute rébellion. Il faut comme ça qu'il ait en permanence, qu'il domine en permanence tout ce qui se passe dans la région. Alors, il y a les personnages, il y a cette intrigue qu'on ne va pas dévoiler bien évidemment, et puis il y a aussi ce qui, me semble-t-il, est primordial, c'est cette ambiance, c'est ce décor, cette vallée dans laquelle vous faites évoluer vos personnages. Là aussi, est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez créé ou finalement vous saviez tout à fait là où vous alliez emmener vos personnages? Je l'ai laissé entendre, cette vallée, elle existe plus ou moins, même si elle est un peu fantasmée, mais ce décor a-t-il évolué au fil de l'écriture? Ah bah oui, il y a juste eu effectivement cette émotion face à ce décor-là qui est déployé sur... Moi, l'acte d'écriture en ce qui me concerne est très égoïste, moi. C'est-à-dire que j'écris pour me surprendre. Alors, je suis ravi quand ça surprend le lecteur aussi, évidemment, puisque c'est quand même une belle rencontre. Mais enfin, je ne concevrais pas d'écrire deux fois le même livre de la même façon, sous la même forme, etc. J'ai besoin de ne pas savoir où je vais. C'est-à-dire que alors, si vous saviez que j'avais juste ces 4 gamins, mais je ne connaissais aucun autre personnage. Et quand ils arrivent les uns après les autres dans ce lieu qui est figé, en fait, cette vallée, elle est figée par Joyce. Il la souhaite comme ça. Et quelque chose se met en route. D'abord, sans rien dévoiler du livre, le livre s'ouvre sur la découverte d'un cadavre qui flotte sur la rivière, avec tous les hommes massés sur les berges. Et eux, ils le connaissent, mais le lecteur ne le connaîtra pas. Moi, je ne le connaissais même pas quand j'ai commencé à écrire le livre. J'ai découvert, au bout de la troisième partie, qui était ce cadavre qui flottait sur la rivière. Donc voilà, tout ça se construit au fur et à mesure. Et après, bon, évidemment, c'est un travail de couture. Vous écrivez « L'œil hésite devant l'harmonie, parcourt, s'en va, revient, ne s'attache pas durablement, voyage à l'infini. L'œil n'hésite jamais face à la rupture, l'évidence d'un contraste aussitôt attiré qu'il se détache de ce qu'il a précisément attiré comme repu. L'attraction primaire n'est que vulgarité, cette démarche qui s'appuie sur d'éphémères désirs. La beauté est une humaine conception. Seule la grâce peut traduire le divin. La beauté peut s'expliquer par la grâce, la beauté parade sur la terre ferme. La grâce flotte dans l'air invisible. La grâce est un sacrement. La beauté, le simple couronnement d'un règne passager. J'ai choisi ce passage parce que, on l'a dit, il y a une ambiance assez sombre, assez austère, assez sinistre. Et puis, il y a aussi une grande luminosité, avec notamment les 4 frères et sœurs que nous avons évoqués. Comment avez-vous construit votre histoire? Quelle écriture aviez-vous envie de transmettre? Pour moi, l'écriture, c'est quelque chose
Enfin, je l'ai construit au fil de mes lectures, évidemment, mais c'est quelque chose de très instinctif, comme je me suis construit moi, sans avoir été guidé. J'ai pas du tout fait d'études littéraires, mais j'ai beaucoup, beaucoup lu, je continue à lire beaucoup, et j'ai façonné comme ça une espèce une terre d'écriture. euh, et il y a cette espèce de souffle instinctif qui me prend au tout début, qui part de toujours cette première phrase, qui donne la note, le tempo, qui fait que voilà, cet homme, ce premier homme, cette première femme là qui arrive justement dans cette vallée des siècles plus tôt. Voilà, ça c'est ce qui donne le ton et qui va donner le rythme. Et j'ai besoin de ce rythme-là tout au long de l'écriture. Et effectivement, pourquoi? Parce que on en revient à l'harmonie dont je parle dans ce que vous venez de lire, c'est que dans la nature tout est harmonie. Il n'y a pas de contraste. C'est-à-dire vous regardez en ce moment les vers, il n'y en a pas deux pareils dans une forêt. Deux arbres différents, je parle. On croit que c'est... Mais il n'y a pas de... comme l'automne, c'est pareil. On passe des orangés vers les rouges, comme ça, mais il y a toujours une harmonie, comme ça. Et l'écriture, moi, ce que j'aime aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de l'effort. C'est-à-dire tout est placé, tout est à sa place. Après, ça demande du travail aussi pour que tout soit à sa place. Travail quand même. Oui, 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 parce qu'il y a effectivement le côté, le premier jet, côté instinctif, effectivement, mais il y a aussi, moi je retravaille beaucoup mes textes, là on en est à 6 versions aussi, pour que justement, eh ben, il n'y ait pas de fausses notes, en tout cas pour moi. Après, je suis le seul... Enfin, c'est ce qui m'importe à moi, il faut que toujours le mot soit à la bonne place et que j'ai le rythme du début à la fin. On l'entend, vous êtes un amoureux des mots, vous êtes un amoureux du texte, vous êtes un passionné de littérature. L'un des 4 enfants de la famille Volney est aussi un passionné de littérature. Il se réfugie dans les livres et de nombreux titres, de nombreux auteurs sont cités au fil du récit. Était-ce une sorte d'hommage à la littérature, là encore, dans Buveur de vent? Alors oui, ce livre ah, merci d'en parler. C'est un livre qui est parcouru par mon amour de la littérature. Alors il y aura des choses un peu cachées derrière la forêt, mais oui, on reconnaîtra Whitman, on reconnaîtra Shakespeare, on reconnaîtra Homère, on reconnaîtra voilà, à travers notamment de Marc, cet amoureux de la littérature, mais de Gobbo aussi, qui est un drôle de personnage, cette espèce de marin charismatique qui, lui, ne vit quasiment qu'à l'amiral, dans cette espèce de bar, et qui devient l'ami de Martin. Voilà, donc oui, c'est mon grand... J'avais fait un livre sur l'écriture qui n'est d'aucune femme, finalement, qui est pas qu'un livre sur cette gamine, mais qui est aussi un livre sur l'écriture. Et là, c'est un livre aussi sur mon amour de la littérature, ouais, entre autres. Sur mon amour de la nature, sur mon amour de la littérature, et puis sur mes obsessions. Justement, vous devancez un petit peu ma question. L'an dernier, gros succès, notamment porté par les libraires avec Né d'aucune femme. Peut-on voir un lien avec Buveur de vent? Est-ce qu'il y a une passerelle, même si on est dans des registres complètement différents? Y a-t-il quand même un lien entre ces deux textes? Alors, très différent, effectivement, dans les thèmes et tout, mais ben, je pense que un écrivain, il est porté par ses obsessions. Et les obsessions proviennent de l'enfance. Donc je pense qu'on découvrira assez facilement l'obsession qui me suit et qu'on retrouvera effectivement là, mais traitée de façon très différente, avec un romanesque là pour le coup. Vraiment, il y a quelque chose de très très romanesque dans cette histoire-là, avec cette multitude de personnages et puis ces 4 gamins qui sont le noyau dur, le socle narratif de cette histoire. Mais oui, bien sûr, on écrit toujours sur quelque chose qui est profondément ancré en nous et dont on ne sait pas trop forcément quoi faire. Et ben, j'essaie d'en faire quelques mots. Oui, il y a cette phrase que j'ai envie de garder en mémoire. La vie, il faut la laisser déborder tant qu'il y en a. Voilà en tout cas un roman formidable. Ça s'appelle Buveur de vent, une écriture pleine de fureur, pleine d'émotion. Et puis cette fratrie que vous allez découvrir, c'est un livre magnifique. Merci beaucoup Franck Bouise d'avoir été avec nous. Buveur de vent, qui sera donc en librairie dès la fin du mois d'août.